Salut YouTube, j'espère que vous vous portez bien. C'est veille de demi-finale de Ligue des Champions après cette défaite du Paris Saint-Germain, du champion en titre, Chelsea. Le Real Madrid va retrouver Manchester City en demi-finale dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Un match qui sonne un peu comme une revanche d'il y a 2 ans contre l'équipe de Pep Guardiola. Alors évidemment, c'est tout le sujet de cette vidéo et vous en avez l'habitude désormais. On va voir ça avec l'ami Rota. Salut Rota. Salut Tom, salut à tous. Comment ça va Rota? Écoute, très stressé, mais en même temps très impatient de voir ce que va donner cette rencontre. C'est le genre de match qu'on aime avec l'adrénaline qui va avec. C'est ça, ouais. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé par au moins 90% des supporters du Real. Entrons tranquillement dans le vif du sujet. D'abord, on retrouve une équipe, comme je l'ai dit, qu'on a rencontrée il y a 2 ans. Manchester City s'était qualifié pour la suite de la compétition. Quel souvenir comme ça, rapidement, tu as de cette confrontation? J'ai un souvenir qui va de pair avec ce à quoi je m'attends demain. C'est un match, enfin, une double confrontation qui s'était jouée sur des détails et ça va être, je pense, le cas à partir de demain. Il y avait un peu d'amertume parce qu'on ouvre le score au match retour, et que je pense qu'on aurait pu les faire chuter malgré le fait qu'on était un peu plus faible. Je pense que sur le papier, ça sera encore un peu le cas demain et que ça va, comme je le disais, se jouer sur des détails, sur de l'envie, sur des individualités, sur de la force collective. Enfin bref, il y aura tout un tas d'ingrédients sur lesquels il faudra compter pour faire basculer la rencontre d'un côté comme de l'autre. Faisons un petit focus justement sur Manchester City pour démarrer. Des petites stats comme ça, petites infos, hein. Ils sont premiers donc de Première Ligue actuellement, à la lutte avec Liverpool, hein. Ça se tient encore à 1 point, 80 points et 79 si je ne m'abuse. C'est une équipe qui a marqué 80 buts cette saison, en Première Ligue uniquement, qui a encaissé 21 buts, c'est quand même relativement peu. À titre de comparaison, le Real Madrid, c'est 69 buts marqués pour 29 buts encaissés, pardon. Ils étaient dans le groupe du Paris Saint-Germain, en phase de groupe de la Ligue des Champions. Ils ont terminé premier, évidemment. Derrière, ils se sont retrouvés face au Sporting, qu'ils ont surpassé sans trop de difficultés, 5-0, puis un petit 0-0 tranquille. Derrière, évidemment, en quart de finale, ils ont fait face à l'Atlético de Madrid, avec le scénario que je pense qu'on a encore tous très bien en tête. Victoire 1-0 en Angleterre, puis 0-0, mais évidemment, ils avaient eu assez chaud sur la fin de rencontre contre l'Atlético. Mais malgré tout, globalement, on peut dire quand même que c'est un rouleau compresseur, Rota. Ouais, c'est une équipe qui sait s'adapter à tout type de formation qu'elle va rencontrer, tout type de bloc. C'est vraiment une formation tout terrain avec un entraîneur qui connaît la tactique footballistique sur le bout des doigts, qui a plus d'un tour dans son sac et avec évidemment des joueurs capables de s'adapter et surtout un effectif tellement pléthorique que l'entraîneur peut adapter son équipe à celle qu'il va affronter tout en imposant son jeu. Donc, c'est une équipe, comme tu l'as dit, qui marque énormément de buts, qui a une puissance offensive absolument exceptionnelle. Et pourtant, mis à part le réveil de ce week-end, Gabriel Jesus n'est pas en odeur de sainteté apparemment du côté de Manchester. Ils n'ont pas de véritable neuf, vraiment, comme ça a pu être le cas les années précédentes. Ça joue souvent avec Phil Foden, mais c'est là où est la force de Manchester City. C'est la possibilité en attaque vraiment de s'adapter à n'importe quel système et d'être puissant et d'être réaliste, peu importe les joueurs qui sont alignés. Et puis, comme tu l'as dit, ils ont aussi cette force défensive, notamment depuis l'arrivée de Ruben Dias. Ils ont une capacité à savoir défendre lorsqu'ils sont un peu malmenés, même si c'est assez rare. Donc, c'est vraiment une formation qui a énormément de qualité, très très peu de défauts et qui sera très très difficile à manœuvrer. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans, quand on les a retrouvés, on disait que leur force elle était vraiment offensive et collective, mais défensivement, c'était un peu sur ce point-là qu'ils pêchaient, qu'ils étaient prenables. Est-ce que c'est toujours le cas pour toi ou est-ce que c'est vraiment une équipe complète? Quelles sont un peu leurs forces et faiblesses?
Alors si on doit déceler une faiblesse, ça peut être ça. C'est-à-dire, on l'a vu face à l'Atlético Madrid, sous des phases de pression, lorsque l'équipe adverse, opère un pressing assez régulier et assez haut. Défensivement, ça peut être l'une des clés, ça peut être l'une des faiblesses, mais c'est assez variable. C'est-à-dire que il faut tomber sur un Manchester City qui est pas dans un super jour aussi, parce que c'est également techniquement, une des équipes les plus fortes d'Europe, voire du monde évidemment, et c'est une équipe qui arrive à très bien ressortir le ballon, à aller très vite en phase de transition offensive. C'est un peu plus compliqué sur les phases de transition défensive. Alors, c'est pour ça que peut-être, le Real Madrid devra exploiter ses forces et jouer un peu comme on l'aime pas trop, nous, c'est-à-dire en bloc peut-être plutôt médian, voire bas, et opérer en phase de contre, parce que c'est une équipe qui a du mal justement à gérer ces phases de repli. Si on doit déceler vraiment une petite faiblesse, parce que c'est vrai que sinon, c'est une équipe qui a une maîtrise collective, c'est une maîtrise qui fait très bien circuler une équipe pardon, qui fait très bien circuler le ballon. C'est une équipe qui a la force de pouvoir faire des attaques rapides, des attaques placées, qui est bonne sur coup de pied arrêté également. Donc, vraiment, il y a énormément de force dans ce Manchester City-là, pardon, et très très peu de faiblesses. Mais si on doit en déceler une, celle qui, à mon avis, revient assez souvent lorsque je peux les regarder, c'est celle-ci, c'est cette phase de repli sur laquelle le Real pourra éventuellement déceler une petite faiblesse et essayer de se créer des brèches. Pour, euh, pour cette rencontre contre le Real Madrid, il y a des absences côté Citizen, comme du côté de Madrid, mais on en reparlera un petit peu après. On a Cancelo qui est suspendu, et on a également Walker et Stones qui sont tous les deux très très incertains, mais a priori forfaits. En tout cas, ils n'étaient pas présents à l'entraînement du jour pour la dernière session avant la rencontre. Walker et Cancelo, deux absences quand même de poids, non? Ouais, 2 absences de poids, tant on sait, à quel point les latéraux ont une importance, très particulière dans le système de Guardiola. Non seulement ce sont des joueurs, les 2 qui défendent très, très bien, ce sont des joueurs qui sont très habiles techniquement, ce sont des joueurs rapides, ce sont des joueurs, qui replient énormément dans l'axe, donc qui apportent énormément le surnombre lors des phases de possession au milieu de terrain, et offensivement, ce sont des joueurs, qui sont leaders, qui sont passeurs, enfin qui ont une qualité technique, bien au-dessus de la moyenne. Donc, forcément, c'est une très, très bonne nouvelle pour le Real de les voir absents pour ce match aller. Après, ils ont du banc également, hein. On voit encore le match, qu'a pu réaliser Zinchenko ce week-end. Voilà, je suis pas inquiet malheureusement pour eux, mais c'est vrai que c'est 2 forces en présence, manquantes qui vont faire du bien en tous les cas au Real, parce que vraiment ils font partie des meilleurs latéraux au monde. D'accord. Est-ce que, malgré cette force collective, par exemple, j'ai noté que du côté de City, il y a 6 joueurs qui ont marqué plus de 10 buts cette saison. On a du De Bruyne, 14 buts. On a du Mahrez, 23 buts. On a du Sterling, 14 buts. Du Bernardo Silva, 12 buts également. Phil Foden aussi, 12 buts. Et également Gabriel Jesus, 11 buts. Est-ce que est-ce que vraiment il faut parler absolument de force collective? Mais malgré tout, est-ce qu'il y a un ou deux joueurs en particulier que tu crains, que tu mets peut-être au-dessus du lot? Alors que je crains, c'est pas que je les crains forcément, mais qui sont au-dessus du lot, oui, comme tu le dis. Évidemment Kevin De Bruyne, qui est dans une forme, étincelante, et qui est un joueur capable de distiller, de super ballons, très bon sur coup de pied arrêté, capable de marquer également, et qui a un impact physique, très, 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 très important. Mais il y en a plusieurs en réalité. On a Mahrez qui a une capacité de percussion et de création de différence qui est énorme également. On a Phil Foden qui est un joueur un peu tout terrain sur la ligne d'attaque, et qui est capable de décrocher, de donner, de faire des appels en profondeur, de remiser, de marquer. Donc c'est très intéressant aussi. Et on a aussi, l'Espagnol Rodri au milieu de terrain, qui fait, je pense, la meilleure saison de sa carrière, et qui a un volume de jeu de plus en plus grandissant. Donc, il y a beaucoup de joueurs très intéressants dans ce City-là, au même titre que Laporte et Ruben Dias dans l'axe, qui sont, des premières rampes de lancement, des premiers relanceurs, qui sont très bons défensivement, qui sont assez rapides, et qui en plus sont de très, très bons relanceurs. Donc, franchement, c'est une équipe très complète qui fait preuve de force collective, comme je le disais, mais qui en plus, individuellement, possède des joueurs, extrêmement forts à tous les niveaux. Ok, c'est noté. Parlons un peu du Real maintenant. Euh, alors, a priori, hein, il y a, et si j'en crois le discours de Carlo Ancelotti en conférence de presse, mais aussi ce qu'on a
on a observé sur la session d'entraînement. Casemiro est forfait pour la rencontre. En revanche, David Alaba et Ferland Mendy seront opérationnels. Du coup, autre absence, évidemment, il y a Mariano Diaz, qu'on souligne, mais voilà. Eden Hazard et Luka On Jovic n'aurait pas également. vu. Voilà, donc 3 absences, 4 si on ajoute Casemiro à ces 3 absences-là. Du coup, au niveau du 11 de départ attendu par Carlo Ancelotti, tu vois quoi? Déjà, défensivement, a priori, pas de surprise. Mendy, Militao, Alaba et Carvajal. C'est ça. Je vois évidemment cette option-là. Voilà. Ensuite, par contre, il y a une grande question qui se pose, et Carlo Ancelotti disait encore en conférence de presse, là, en début de soirée, que lui aussi se la pose encore, à savoir qui de Rodrigo ou Camavinga jouerait dans cette rencontre, donc pour suppléer numériquement, évidemment, Casemiro. Comment tu sens un peu tout ça? Moi, je le vois bien jouer dans ce faux 4-3-3 avec Camavinga, Modric, Kroos, Valverde et Vinicius Benzema. Je pense qu'à l'extérieur, il ne prendra pas de risque. Carlo Ancelotti, on le connaît assez. Je le vois pas mettre son 4-3-3 face à une équipe qui a autant de qualité au milieu de terrain. Je pense qu'il voudra justement renforcer cet axe pour essayer de contenir les offensives de City et pouvoir partir en contre-attaque. Sachant qu'en plus, avec un dynamiseur comme l'est Federico Valverde, ça peut être intéressant sur les percées, sur les lignes à casser éventuellement en phase de contre. Donc je pense qu'il partira plus sur ce système-là. Je ne le vois pas jouer avec un deuxième ailier pur. Comme Rodrigo, Asensio ou Gareth Bale éventuellement. Donc ouais, je pense qu'on sera plus sur un 4-4-2 hybride comme il a l'habitude de le faire dans ses rencontres. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Néanmoins, c'est vrai que en fait, la question que je me suis posée, enfin que j'essaie de me poser, que je me suis dit, mais la question que peut-être Carlo Ancelotti est en train de se poser aussi, c'est, parce que tu seras d'accord avec moi aussi, le rôle d'un entraîneur, c'est aussi d'anticiper ce dont il va avoir besoin aussi en cours de match, à partir de la 60, la 70e minute de jeu. D'un côté, je me disais, c'est vrai qu'avoir un Camavinga qui rentre en cours de jeu, on l'a vu contre le PSG, contre Chelsea, qui était vraiment capable sur 25-30 minutes comme ça d'apporter vraiment du sang frais, de l'intensité, ce qui pouvait manquer aussi à un moment donné, parce qu'on sait que Modric et Kroos, tout ça. Mais en même temps, je me suis dit que Rodrigo, c'est vrai que sur les dernières performances, le conserver en tant que super sub, à la fois c'est un super atout. Honnêtement, c'est un super atout, parce que c'est vrai que si tu mets Rodrigo tout de suite, bon, tu peux avoir Marco Asensio. Mais bon, Marco Asensio, il a un peu disparu des radars. Enfin, il est moins performant sur les dernières semaines, même si on sait qu'il est capable sur 15-20 minutes aussi de faire sa stat, de mettre le but ou quelque chose. Puis en même temps, je me dis que Camavinga, c'est un joueur qui pourra jouer 90 minutes sans problème. Fede Valverde, je pense qu'il peut même jouer 120 à haute intensité, il n'y a aucun problème non plus pour lui. Je me dis qu'au final, si tu as un Kroos ou Modric qui faiblit, qui a besoin d'être remplacé, la solution sera simple, c'est que tu fais rentrer, enfin tu fais reculer d'un cran Fede Valverde dans sa position initiale, et puis tu mets Rodrigo sur l'aile. Donc effectivement, je pars aussi sur ce principe-là qui va finalement partir sur ce 4-3-3 un peu hybride. Je pense même qu'il connaît lui aussi la réponse et je pense que c'est une fausse interrogation qu'il a soulevée en conférence de presse pour maintenir un peu le suspense. Ouais, je pense qu'il a fait un peu de com et puis surtout, je pense que je pense qu'il a vu ce week-end qu'il pouvait compter sur d'autres forces de frappe, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, en cas de besoin, il peut compter sur Dani Ceballos, il peut compter, je pense aussi sur Isco, il le sait. Et c'est vrai que, étant donné que les deux latéraux sont, en tout cas, Cancelo est forfait et potentiellement Walker, il sait très bien que s'il joue dans un 4-3-3 en cas de besoin sur une fin de match où ces latéraux titulaires ne pourront pas être remplacés du côté de City, puisqu'évidemment, il n'y aura pas de marge de manœuvre puisque les deux titulaires sont absents, ça peut être très intéressant. Donc, il aura deux milieux de terrain qui pourront rentrer en jeu et potentiellement 2 ou 3 ailiers qui pourront le faire également. Donc, je pense que c'est mieux de partir avec Camavinga d'entrée de jeu. Je vais poser la même question un peu bâtarde que contre le PSG au match retour. Est-ce que tu penses que le Real a moyen de tirer profit de l'absence de Casemiro sur cette rencontre?
Honnêtement, c'est difficile. Moi, j'aurais préféré l'avoir, très honnêtement, face au milieu de terrain de City parce que ça reste un joueur très expérimenté, ça reste un joueur qui sait faire les bonnes fautes au bon moment. Maintenant, je pense que dans tous les cas, il faut que le Real puisse s'adapter à un autre milieu de terrain et on sait que Camavinga a aussi beaucoup d'intelligence de jeu et qu'il peut apporter autre chose, notamment sur la qualité technique et on sait que le Real aura peut-être moins de phases de possession, c'est même certain, que City. Mais lors de celle-ci, le Real aura besoin de joueurs capables de garder ce ballon et capables de faire ressortir le bloc et puis de tempérer un petit peu le jeu, surtout si on a un City qui vient tambour battant, qui attaque par séquence. Et donc le Real aura besoin de garder un peu ce ballon. Et Camavinga, dans cet exercice-là, est plus à même de le faire que Casemiro. Donc il y a un peu du pour et du contre. C'est compliqué à dire parce que ce City-là a tellement de qualité et tellement hybride qu'il peut faire mal dans diverses parties du jeu, et notamment au milieu de terrain. Donc voilà, il va falloir faire 100. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je ne sais pas. J'aurais préféré l'avoir, mais je ne suis pas mécontent d'avoir un joueur comme, en tout cas je l'espère, comme Camavinga qui sera titularisé à sa place. Est-ce que tu penses que Pep Guardiola préférerait que Casemiro soit présent? Parce que moi, quand je me souviens du match d'il y a 2 ans, si tu te souviens bien, alors effectivement, quand on pense à cette confrontation, malheureusement pour lui, on pense surtout à Varane parce qu'il donne 2 buts et qu'il plante complètement le Real. Mais en même temps, tactiquement, Pep Guardiola avait aussi fait de Casemiro sa cible. Il avait coupé littéralement les lignes de passe vers Modric et Kroos pour les empêcher de eux relancer. Il laissait le soin aux défenseurs du Real de toucher Casemiro, et dès que Casemiro touchait la balle, il sautait dessus parce qu'il savait que voilà, Casemiro, c'est pas l'assurance que peuvent être des joueurs comme Modric et Kroos à la relance. Alors j'ai du mal à me dire que Guardiola pourrait se réjouir d'une présence de Casemiro, mais en l'état des choses et sur la double confrontation d'il y a 2 ans, tu as raison. C'est vrai que c'était typiquement la consigne, enfin l'une des consignes de l'Espagnol. Il a complètement annihilé les premières relances du Real parce qu'il a laissé Casemiro faire le jeu, et on sait que c'est pas le mec le plus à même de le faire au sein du Real Madrid. Mais après, c'est tellement quelqu'un de fin, quelqu'un enfin, un analyste hors pair, qu'il trouvera aussi d'autres façons de déjouer le Real. Alors après, se réjouir, je suis pas certain. Est-ce que pour lui, c'est une mauvaise nouvelle parce que le milieu du Real Madrid sera un peu plus joueur? Peut-être. Mais là, après, encore une fois, on rentre dans des vices tactiques un peu poussées. C'est très, très difficile à analyser de notre regard lorsqu'on n'est pas au sein même du club, des entraînements, des joueurs. Donc, c'est très compliqué. Je pense que ça va jouer à des détails. Ça peut en être un, mais je ne suis pas certain que ce soit énorme dans la balance de ce match et dans sa façon d'appréhender le match, en tout cas. D'accord. À quel Real Madrid s'attendre? Est-ce que tu penses pas qu'on peut avoir un Real avec un peu plus de possession que attendu, du fait qu'il n'y ait pas Casemiro et qu'on ait du coup un milieu de terrain un peu plus joueur? Parce qu'entre du Camavinga, du Kroos, du Modric, du Valverde qui sera sur le côté droit également, du Benzema, on sait qu'il décroche souvent. Enfin, techniquement, là, tu as vraiment beaucoup de joueurs de ballon. À la relance défensivement, avec David Alaba qui sera là, c'est aussi une bonne garantie de premier relanceur. On se souvient par exemple qu'il y a 2 ans, il y avait Paramos. Ça avait posé évidemment un gros problème au Real. Enfin, là, pour le coup, le Real va avoir peut-être toutes les armes pour essayer pour contrer au mieux le pressing de City. En tout cas, le Real aura à disposition ses meilleurs joueurs techniques, ça c'est sûr. Après, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce Real jouera avec un bloc médian bas, peut-être pas aussi bas que face à Chelsea, en tout cas je l'espère, parce qu'on a vu que c'était une erreur, et je pense que ça le serait d'autant plus face à City. En revanche, je pense que ce Real pourra se permettre de jouer, heu, comme je le disais, en bloc médian bas, donc pas si bas que ça, mais un petit peu, de sorte à essayer de contrer les offensives de City, parce qu'on sait qu'elles seront nombreuses, on sait qu'ils auront forcément plus de possession, on sait qu'ils auront la balle, on sait qu'ils seront dangereux. Mais par contre, ce Real-là, en phase de récupération, aura, comme tu le dis, la possibilité de garder la balle et puis de pouvoir faire
ou des attaques placées ou partir rapidement en contre. Donc je pense que ça peut être une très belle arme. Maintenant, je pense aussi que Carlo Ancelotti a vu ce qui pouvait faire défaut à Manchester City en analysant peut-être un peu le match de l'Atlético Madrid face aux Anglais, et que justement, il doit se dire que c'est possible de contenir aussi ce bloc de City en défendant bien, et qu'il aura forcément une, deux ou trois belles opportunités. Donc, je ne m'attends pas non plus à un Real qui va jouer très haut et qui va opérer une phase de pressing comme pourrait le faire City. Mais par contre, je pense qu'on aura un Real qui aura la possibilité, comme tu le dis très bien, d'avoir un peu plus de possession, en tous les cas, que face à Chelsea. Pour toi, la grande clé du match, c'est quoi? Bah, c'est justement cette capacité à ne pas défendre très, très bas et à contenir un maximum les offensives de City. Je pense que Carlo Ancelotti, je le critique assez souvent, mais il sait aussi analyser un match tactiquement, il y a pas de problème là-dessus. Ça peut me déplaire, très souvent, mais je pense qu'il est très, très intelligent également, et il est très vicelard aussi. Donc, il va savoir comment essayer de pousser City au centre plutôt, parce qu'il n'y a pas réellement de numéro 9, et que si on les pousse à plutôt passer par les côtés et à moins en attaque placée, ils seront forcément un poil moins dangereux. Si on essaye de concéder le moins de fautes possible, ça sera aussi une donnée importante. Et puis, je pense qu'il va forcément y avoir une très très belle bataille au milieu de terrain. Et c'est pour ça que je tends à penser qu'il sera avec 4 milieux de terrain, parce qu'il sait que si il arrive à priver les connexions des milieux de terrain de City, notamment De Bruyne, Rodri, avec les joueurs de côté notamment, forcément, il y aura un très très gros travail de fait dans un premier temps. Est-ce qu'il y a un match dans le match, un duel que tu vas voir particulièrement à l'œil? C'est compliqué. Je dirais qu'il va y avoir, beaucoup de travail pour les deux latéraux. Je pense à notamment si Mahrez est aligné, et qu'il est face à Ferland Mendy. Je pense que Ferland Mendy aura énormément de travail. Il revient de blessure. Moi, j'ai totalement confiance en lui, parce que défensivement, je le répète, je pense qu'il est pratiquement impassable. Mais je pense que voilà, ça sera l'une des clés du match. Et pareil, de l'autre côté, que ce soit du Bernardo Silva ou du Sterling, peu importe ce qui sera mis en place, parce que je pense que Guardiola nous réserve d'ailleurs une surprise tactique. Je pense il aime bien ça et il l'annonce très souvent. Je pense qu'il va nous réserver au moins une surprise dans le 11. Donc voilà, mais je pense qu'il y aura cette clé-là, parce que les ailiers de City repiquent énormément à l'intérieur, sont très très doués techniquement et arrivent à trouver des brèches sur attaque placée. Et je pense que ça va être l'une des clés du match en tous les cas. Ok, le petit mot de la fin, comment tu le sens ce match? Est-ce que tu veux t'avancer sur un pronostic? J'aime pas les pronos, on le sait, même si j'ai eu juste sur le dernier match. C'est vrai. Mais c'est compliqué. J'ai du mal à pas donner une victoire du Real, parce que je veux tout le temps qu'on gagne. Mais je me dis que si on arrive à aborder le match retour euh, en ayant, euh, en ayant fait au moins match nul, je pense qu'on pourra les faire douter. Et je pense qu'il faut semer le doute dans ce City-là. Il faut les faire paniquer. On en parlait dans une précédente vidéo, tu le disais, cet aspect psychologique, je pense qu'il peut être très très présent face à City à l'aube de refaire une finale, de retaper une finale. Et j'aimerais qu'on les fasse douter le plus longtemps possible dans ce match, qu'on soit très peu mis à contribution et qu'on concède peu d'occasions, qu'ils commencent à douter un petit peu en se disant putain, on a le Bernabeu qui nous attend ensuite. Donc il faut qu'on fasse la différence tout de suite, parce que je pense qu'ils auront à cœur de faire la différence tout de suite dès le match aller. Ils en ont parlé un petit peu en conférence de presse. Ils veulent pas entendre parler de remontada, donc je pense qu'ils ont envie de faire la différence dès maintenant. Donc allez, je dirais un partout ou 2-1 pour le Real sur ce match-là. Ok. Alors, je sais pas si. Alors, sûrement, en fait, le fait qu'on soit à 24 heures du match fausse sûrement un peu notre niveau d'objectivité. Voilà, il y a toujours l'excitation, l'enthousiasme. Je suis pas confiant pour autant, attention, hein. Ok, moi j'ai tendance à Enfin, je suis pas être. confiant dans le jeu comme toujours, mais je suis confiant en ce Real en mode Ligue des Champions, quoi. Mhm. Bah, c'est pour ça c'est que moi j'ai tendance à être. Tu vois, déjà, je suis plus confiant que la semaine dernière sur la vidéo qu'on a fait sur la Ligue des Champions. J'avais dit plutôt 60-40 pour City. Je sais pas, le dernier match encore du Real Madrid m'a plutôt convaincu.
Je sais pas, je vois un Real sur une très bonne dynamique, un Real avec beaucoup de confiance, un Real Madrid avec euh, des jambes. Physiquement, l'effectif est en très bonne forme. Même les Modric, même les meilleurs joueurs, même ceux qui ont joué beaucoup de matchs, sont dans une très très bonne forme physique. Parce qu'on a tout vu du Real Madrid aussi cette saison. Le meilleur, mais aussi le pire du pire du pire. Et que je pense que Carlo Ancelotti ne peut plus se tromper. Parce il a vu tout ce qui ne fonctionnait pas. Donc je pense qu'il ne repartira pas sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Le Real a également le meilleur gardien du monde. Tu l'as dit l'autre fois, c'est très important d'avoir sur les deux extrémités des joueurs extrêmement performants. On a le meilleur gardien du monde, on a le meilleur attaquant, si ce n'est le meilleur joueur tout simplement du monde. Et puis je sais pas, il y a toujours l'odeur de la Ligue des Champions. Il y a certains joueurs quand même qui mine de rien arrivent vraiment sur la fin, qui sont peut-être plus jamais aussi proches de gagner une Ligue des Champions finalement. Je pense que tous ces éléments-là font que je pense que si le Real Madrid défend bien, et je pense que le Real est capable de bien défendre, même si évidemment ça va être toute la difficulté, je pense que le Real, sans Casemiro, avec tous les joueurs techniquement aussi doués qui vont être présents sur le terrain demain, je pense qu'il y aura pas de faiblesse de ce point de vue-là, et ça va être très important pour ressortir les ballons. On n'a pas évoqué son nom, pardon, mais Vinicius peut aussi faire très très mal sur le côté droit de Manchester City. Donc voilà, avec tous ces éléments, je suis plutôt confiant et peut-être trop d'ailleurs, mais je pense que le Real Madrid peut faire le même coup que face à Chelsea et aller chercher la petite victoire. Là, le petit 2-1 tranquillement. Je crois pas trop au 1-0 parce que je pense qu'on va prendre au moins un but. D'ailleurs, le Real Madrid a pris un but sur ses 4 derniers matchs en phase finale. Donc je pense qu'on prendra au moins un but. J'ai du mal à croire qu'on puisse tenir muet ce Manchester City-là. Mais voilà, je pense que le Real a vraiment les armes pour faire très très mal à Manchester City, comme tu l'as un peu dit et comme on l'a vu contre l'Atlético. Donc ouais, un petit 2-1 pour le Real. Et le Real est mais hyper. Enfin, Manchester City plutôt est hyper favori. J'ai vu qu'on est sur du 6 contre 1 chez les bookmakers. C'est limite insolent. Ça, ça, c'est du manque de respect et c'est d'ailleurs pour ça que j'encourage tous ceux qui nous regardent à profiter du code Unibet pour jouer le Real ou Real ou nul parce que la cote est énorme. Voilà, c'est ce sur quoi j'allais conclure effectivement. Le Real Madrid qui n'est pas respecté, souvent il y a sanction derrière. Donc ouais, je vois bien Ouais. les Real faire un sale coup à Manchester City demain. Il y a une autre donnée, importante, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est que mine de rien, le Real a la Liga en poche. C'est certain, c'est fait, c'est acté, c'est pas encore officiel, mais c'est officieux. Et ça va les libérer psychologiquement. Il n'y a plus qu'un seul objectif en tête. C'est pas le cas de Manchester City qui, comme le Real l'an passé, peut tout perdre d'ici la fin de saison. Peut perdre la Première Ligue, peut perdre la Ligue des Champions. Et ça, psychologiquement, c'est une pression en plus avec un match retour à l'extérieur. Donc eux, ce match-là de demain, ils n'ont pas le droit de le louper. Ils n'ont pas le droit de passer à côté. Donc il y a forcément beaucoup plus de pression. Et en Ligue des Champions, entre deux équipes qui ont la pression, entre Manchester City et le Real Madrid, déjà dans tous les cas, le Manchester City en a plus. Et le Real Madrid n'a pas de pression dans cette compétition-là, et encore moins dans ce fait d'actualité-là. Ouais. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils n'ont pas de pression quand même, mais non seulement ils en ont moins effectivement, mais en Ils savent plus mieux la gérer, quoi. ils savent mieux la gérer exactement. Il y a l'expérience, côté expérience toujours. Bref, voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur ce premier match, ce premier acte entre Manchester City et le Real Madrid. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, activez la petite cloche, balancez également votre pronostic dans l'espace commentaire. Et puis évidemment, bon match, portez-vous bien, et puis on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo sur Real France. Allez, ciao! À la Madrid!